Moi, je vais venir vous expliquer ce qu'on a fait, modestement, autour du DevOps, ce qu'on en a retiré comme conclusion, puis modestement aussi, mais quelques conseils pour ceux qui ont envie de suivre cette voie. Alors, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de professionnels de l'agile ici. Moi, j'en suis pas un. Moi, je suis un directeur informatique. On ne peut plus traditionnel, même si j'ai des appétences pour ces sujets d'agilité depuis assez longtemps. Donc, je vais peut-être plus parler aux clients finaux qui sont dans cette salle. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais aussi à vous, consultants autour de l'agilité, pour que peut-être vous ayez la vision de ce que les DSI voient derrière l'agilité et derrière ces promesses du DevOps et leur mise en opération directe. Voilà. Donc je m'appelle Guillaume Le Petit et je vais vous animer ça tout de suite. Le petit mot pour les partenaires, là maintenant vous les connaissez par cœur, normalement on peut faire une interro, il y a un QCM à la fin, non évidemment je plaisante, donc je ne les connais pas, donc je vais par rôti sur la fin, mais je les remercie quand même pour avoir organisé cette belle journée. Voilà. Je vais vous parler de tout ça, c'est le sommaire assez classique. Le point fondamental, le point de départ fondamental du déploiement du DevOps chez TF1, c'était des bases agiles. Moi, je suis persuadé que c'est un prérequis. Alors après, on peut le faire plus ou moins vite. Nous, on a eu la chance de s'y mettre assez tôt, puisqu'on a dû commencer à faire nos premiers sprints en 2008 chez TF1. Donc, quand on a lancé le DevOps, il y a une petite frise chronologique, je crois, juste derrière. On a lancé le DevOps en 2016. En fait, l'histoire que je vais vous raconter là, elle se passe en 2016. Et avant ça, on va faire un petit coup de regard dans le rétroviseur. Juste pour comprendre le contexte et où on en était au moment où on a décidé de basculer sur la partie plus prod. Donc comme je vous le disais, le début ça date de 2008. On avait décidé à l'époque, ah oui, alors je l'ai pas dit pardon sur la première slide et vous allez les voir plusieurs fois mais je vais pas répéter leur nom à chaque fois, on s'est fait accompagner par Octo Technologies à peu près tout au long de ce parcours-là. Et pas mal de cette présentation est issue de leur savoir-faire, donc je me devais évidemment de les citer aujourd'hui. Donc en 2008, on s'est fait accompagner pour mettre le pied dans l'agilité. Moi, j'étais rentré directeur des études informatiques chez TF1 l'année d'avant. On m'avait demandé d'agilifier les modes de fonctionnement. On était dans le grand classique du modèle en V sans fin. Et puis est tombé le Scrum, donc on est rentré là-dedans directement sur le SI antenne de TF1. Donc là, on parle vraiment du système cœur de métier, celui qui permet de gérer le cycle des programmes du moment où on les achète très en amont, souvent 3 ans à l'avance, jusqu'au jour J de la diffusion, à la seconde près, à l'image près, à la télé et sur TF1 et sur l'ensemble de nos chaînes. Donc on n'a pas fait du Scrum sur le petit outil de gestion de notes de frais dans un coin, on l'a fait dans le cœur de métier et on s'en félicite. Et puis cette bascule, là, elle s'est essaimée progressivement d'équipe en équipe, de mobilité en mobilité, et progressivement pendant quelques années c'est devenu un petit peu la norme, mais tout le monde n'était pas dans le cœur de la formation initiale de l'agile. Et on a fait le constat en 2014 que finalement c'était bien cet essaimage là, mais qu'il y avait des dérives. Puis c'était devenu un petit peu tabou de dire qu'on ne connaissait pas l'agile chez TF1. Parce que y a des équipes qui n'avaient pas été embarquées dès le départ en 2008, puis elles n'osaient plus trop le dire. Donc en 2014, on a fait ce constat-là que finalement on était soi-disant tous agiles, mais en fait pas vraiment. Et donc on a fait un audit de cette maturité agile, parce qu'il faut un peu faire attention à ce qu'on met derrière les mots. Et évidemment, quand il s'agit de passer à la vitesse supérieure, ou à la suite plutôt, c'est pas la vitesse supérieure, à la suite sur la partie DevOps, il fallait qu'on soit sûr de nos fondements agiles. Et donc c'est ce qu'on a fait en 2014 pour arriver à une généralisation un peu plus structurée de la méthode, là où dans la première phase, on l'avait laissé s'essaimer un petit peu naturellement. Voilà, donc on a eu un audit comme ça de tous nos projets. Alors vous connaissez peut-être pour les grands spécialistes de l'agilité ces échelles de maturité. Les petits points, c'est nos projets. Là, ils en avaient pris 4. On avait choisi 4 projets les plus emblématiques de l'agilité.
Alors là, le petit point qui s'appelle Simba, c'est justement le SI Antenne, celui qui avait profité au tout départ du lancement agile, et quelques années plus tard, bah, lui, il était bien, parce que commençait à se mettre à challenger les règles, c'est qu'on est déjà dans un niveau de maturité assez bon. Nous, on n'avait aucune velléité à devenir la référence de nouvelles règles agiles. Enfin, notre métier, c'est de faire de la télé, pas de l'agile. Donc, monter dans le challenge et les règles, c'était pour nous déjà très très bien. Puis on voit là-dessus qu'il y a d'autres projets qui, pour autant, se disaient être agiles, évidemment, et qui, en fait, avaient mis en place des pratiques, mais qui avaient un petit peu dérivé. Voilà. Et on a eu donc une recommandation générale, ça doit être ce qui a atterri sur mon bureau, en expliquant, voilà, c'est sans filtre, hein, c'est la vraie slide de synthèse, qui avait des choses à améliorer, des trucs très urgents, très faciles à faire. Et puis au milieu de ça, en 2014, on n'était pas en retard, on commence à évoquer le DevOps, vous voyez, déployer en continu, aller jusqu'au bout. C'était plutôt bien sur la partie amont, finalement. On commençait là à évoquer l'intérêt qu'on pouvait avoir à aller un cran plus loin. Voilà, donc c'est de ce point de départ, on est parti. Je pense que c'était important de revenir un petit peu sur cette historique et où on en était au moment où on a lancé ça. Donc là maintenant on est en 2016, donc à ce moment-là je deviens DSI de l'ensemble des équipes, et donc comme je pilotais la partie plutôt études et développement, je me retrouve à la tête de l'ensemble des équipes infra, particulier, opérations, sécurité, voilà. Et ça, c'est la slide d'Octo, j'ai jamais touché. Octo me dit, si vous avez une de ces douleurs, pourrait être intéressant qu'on regarde. Bon, nous, on avait tout coché, hein, alors je ne sais pas pour vous, là. Voilà, je ne vais pas en revenir en détail sur tout ça, mais globalement, je me suis senti assez concerné, assez directement concerné par ce discours, on va dire, il m'a assez bien parlé. Il dit, tiens, si moi j'ai les 4 douleurs, peut-être qu'il faudrait que j'essaye de me soigner, on va essayer de faire quelque chose. Bon, la vision mise sur la table à cette époque, c'est normal, c'est pas un drame. La raison pour laquelle on est comme ça, c'est que chaque équipe est soumise à des contraintes avec des paradigmes assez différents. Donc l'informatique est plutôt en bas là, et la partie étude, elle veut être dans la réactivité. Ce qu'elle veut, c'est livrer rapidement, innover, faire des changements, être dans des projets. Bon, c'est vrai que je me suis bien reconnu dans tout ça. Et puis de l'autre côté, il y a les gars de la prod, on est en train de parler de prod télé. Donc une panne, ça peut être assez vite un impact antenne. Bon, un impact antenne, ça peut être des millions de téléspectateurs. Alors c'est pas toujours sur TF1, on fait d'autres choses, mais voilà. Donc on avait des équipes prod qui étaient payées à faire ça et qui le faisaient bien d'ailleurs, d'assurer la stabilité. Et évidemment, quand on est tiré sur ce paradigme-là, c'est assez compliqué de se soumettre aux contraintes de rapidité, d'agilité, la permanente des études. Et puis évidemment, on a au-dessus le business, le métier, qui lui veut en gros le meilleur de ces deux mondes-là, et se retrouve à échanger avec des équipes qui sont, elles, tiraillées avec des problématiques un peu différentes. Voilà. Et au milieu de ça, ce qu'on appelle le mur de l'incompréhension. Bon. Donc pour nous, le DevOps, c'était ça, c'est facile en fait. Hein. Alors, tourner manège pour les plus anciens d'entre nous, ça parle un peu, c'était une émission de TF1, je crois. Voilà, il s'agissait à un moment de faire tomber le mur et de voir un peu ce que ça allait donner quand on allait se rencontrer. Bon, évidemment, le trait est un peu gros, mais il faut quand même s'imaginer une informatique un peu traditionnelle qui programme ses mises en prod dans des classeurs de MEP, une prod qui demande à être prévenue 2 mois à l'avance. Bon, quand c'est pas 2 mois, d'accord, 1 mois. Bon, 15 jours, mais enfin quand même t'exagères. Bon, voilà. On était quand même dans quelque chose d'assez traditionnel. On avait structuré tout ça avec de l'ITIL, bon, parfait. Mais bon, peu de collaboration. Si on veut faire un peu plus de théorie, donc là je vais surtout pas expliquer ce qu'est le DevOps à cette belle assemblée. Vous connaissez tous ces 2 schémas, mais alors vraiment nous on le vivait pleinement, c'est-à-dire que on était vraiment à fond à gauche là quand il y a marqué des itérations de 2 à 3 semaines. Nous on faisait une, et depuis 6 ans, donc je vous laisse calculer combien d'itérations ça fait. Donc évidemment de temps en temps on faisait des mises en prod, donc on vidait le cas de livraison là, mais il y avait beaucoup de cartons sur le cas de livraison, et il faut avouer que les utilisateurs qui eux voyaient l'appli toutes les semaines s'améliorer, comprenaient pas que le jour ils disent ah bah c'est impeccable, vas-y me pose ça, ils disent bah alors bouge pas, rentre dans tes bureaux, va faire ton métier, puis on viendra te voir, et en général
sous 2-3 mois, 3 qui des fois deviennent 4, 5, 6, on arrivait à mettre en service ce qu'ils avaient vu. Et alors là, nouveau mur d'incompréhension. Comment se fait-il que le truc il est fini là, et qu'on n'arrive pas à le mettre en service? Vous connaissez ça par cœur, il y avait des délais d'approvisionnement, des liaisons, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc là, l'idée c'était d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus continu et de beaucoup plus fluide, évidemment. Cette vision-là, moi, c'est celle qui synthétise pour moi le plus le DevOps. Encore une fois, c'est pas la mienne, c'est celle d'Octo. C'est que le DevOps s'appuie sur des piliers, et on va y revenir derrière, au milieu desquels on trouve des choses très hétérogènes. Je vais commencer par le jaune parce que c'est pour moi le plus important et vous allez le voir par la suite. C'est l'aspect humain, la collaboration, la culture qui anime ces équipes-là, qui viennent, on l'a vu précédemment, sont soumis à des contraintes assez différentes et qui doivent rentrer dans un esprit et un but commun. Il y a tout un sujet autour de l'infra. Alors souvent, on le voit bien celui-là. Il est d'ailleurs assez souvent mis en avant par toutes les automatisations. C'est important, évidemment. C'est pas l'essentiel, mais c'est important. Ça va toucher aussi le pilier bleu jusqu'au code, puisqu'évidemment, on ne peut pas aller faire des mises en production tous les 4 matins sans avoir pensé une architecture scalable et répondant à ces contraintes-là, le retour arrière, enfin ainsi de suite. Et puis j'ai toute la partie déploiement applicatif, ce qu'on qualifie de CI/CD pour les spécialistes. Voilà. Finalement, derrière ces 4 thèmes-là, nous on a réussi à y mettre un petit peu tout et à structurer notre démarche autour de ça. Alors comment on s'y est pris? Donc ça c'était avant, là on est encore dans la théorie, et maintenant je vais vous expliquer comment on l'a fait, ce qu'on a fait, et ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait. Alors ça c'est notre roadmap de transformation, voilà dans quel ordre on a décidé de le faire. Et donc la première chose, peut-être vous saute aux yeux, c'est qu'on a commencé par changer l'orga en fait. Bon, ça tombait assez bien parce que moi j'arrivais à la tête de cette équipe et j'avais besoin de remettre une nouvelle dynamique. J'incarnais cette agilité côté développement et je me retrouvais à la tête. La moitié de mes équipes d'un seul coup devenaient des équipes prod qu'il fallait embarquer là-dedans. Donc le premier point, ça a été de refondre l'orga pour casser les habitudes d'avant et attaquer en frontal ce pilier du DevOps qui est l'humain au milieu de tout ça. Et puis après, on a un truc un petit peu plus traditionnel projet. On fait un bilan, on se donne une vision cible, et là je vais vous expliquer tout ça. On définit une roadmap et puis on la déroule. Quoi de plus simple? Bon, on a essayé. Donc on a commencé par l'orga. Alors sur l'organisation, je vais passer un petit moment pour vous expliquer l'impact. On avait une DSI comme ça. J'ai du mal à faire plus traditionnel. Un pôle études, de l'ingénierie qui fait de la technique, on va dire de la conception, et puis la prod divisée en front et back. Voilà, la petite subtilité de la couleur des métiers 2, c'est qu'il y en avait qui étaient rattachés dans les métiers, d'autres en centrale. Bon, voilà, un groupe média comme celui de TF1, ça fait de la télé, mais ça fait aussi plein d'autres choses. On possède la salle de la scène musicale, par exemple, sur la scène. Donc les spectacles qui sont organisés dans cette salle sont organisés par TF1. C'est un des métiers de TF1. Si vous avez, je sais pas, un t-shirt all black chez vous, c'est TF1 qui l'a mis dessus. Bon, voilà, c'est des choses dont on ne se doute pas. Le cochon qui rit, c'est un jeu TF1 ou les 1000 bornes. Bon voilà, donc on fait un tas de métiers. Donc il y a des métiers qui sont vraiment dans les filiales et qui figurent ici en gris, mais qui ont été impactés de toute manière par ce changement-là, évidemment, puisque la prod, on n'en a qu'une. Donc la première modification de cette organisation, c'est d'aller expliquer à ces équipes de prod, bon, qui ne s'appellent plus comme ça s'appellent Ops. Bon. J'ai jamais trop entendu parler de ça, mais enfin ça va bien. Bon, Ops, d'accord, je suis plus prod, je suis Ops. Ouais. Mais de leur expliquer ce qui se cachait derrière. De lever leurs appréhensions. Parce qu'évidemment, pour quelqu'un qui a toujours eu un métier, il fallait leur expliquer comment il allait évoluer. Derrière ça, il y a évidemment le fait de passer d'exécutant, de dérouler des procédures à devoir coder, hein, parce qu'il faut appeler un chat un chat à un moment. Si on veut aller au bout de l'automatisation, faut arrêter de dérouler à la main. Et évidemment, c'est une logique qui est pas nécessairement la même. Donc là, il y a d'abord des craintes.
les collaborateurs de la DSI, ils ont commencé par avoir peur, en tout cas ceux-là. Les autres, ils se sont dit chouette, 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 super, on va embarquer tout le monde, on va avoir la prod avec nous. Les ops sur la droite, là, ils se sont demandé à quelle sauce ils allaient être mangés. Donc là, déjà, expliquer le changement de métier et les accompagner énormément, ça a été essentiel. Et donc cette équipe jaune, là, elle a finalement été explosée dans plusieurs équipes, en fonction de leur appétence et de leur connaissance. Donc on va commencer par le plus simple. Ceux qui étaient très orientés applicatifs, ils sont venus en miroir des métiers. Je les ai placés comme ça parce que géographiquement, la petite zone saumon là, c'était des pizza teams au même endroit. Donc on est allé mettre des pairs d'ops pour qu'ils puissent quand même partir en vacances au cœur des équipes de développement qui, elles, pour rappel, étaient en agile, donc avec PO qui venait du métier, des Scrum Masters, les développeurs, voilà, enfin tout ce qu'on trouve autour du Scrum assez classique. Et on est venu mettre une paire d'ops. Là, je leur ai expliqué plusieurs fois qu'il ne s'agissait pas que tout le monde devienne développeur ou que tout le monde devienne product owner ou que tout le monde devienne responsable de prod. Il n'était pas question que le mot de passe d'accès route au serveur de prod se retrouve chez le développeur. Ça va sans le dire, mais voilà. Donc c'est pas une grande bouillie où tout le monde sait faire tout. Une pizza team, c'est des spécialistes, mais qui communiquent plus souvent, plus vite. Voilà, donc ça c'était le premier changement. Puis ceux qui étaient moins applicatifs, un peu plus infra ou un peu plus poste de travail, ben on a arrêté la logique N1, N2, N3 qu'on avait mis en place et qui faisait qu'on avait des chaînes de traitement sans fin. Et donc on a dispersé nos exploitants, nos ops, dans les différents pôles, pour qu'ils soient directement en contact des ingénieurs qui faisaient la conception et que ce soit placé sous le même manager. On prend un exemple, le poste de travail, on avait 3 équipes qui géraient le poste de travail. Celui qui pensait le poste de travail de demain, quelle version d'OS, quel type de matériel. Il y a celui qui faisait le N2, bon, il faisait surtout garde de tri entre le N1 et le N3, il faisait pas grand chose, mais il triait. Et puis le N1 qui lui prenait en facial tous les ressources des utilisateurs, donc la hotline, le service desk, et puis la partie préparation. Et ça, c'était chez 3 managers différents. Qui évidemment, dès qu'il y avait un problème, c'était toujours le problème de l'autre niveau, qui exécutait mal ou c'était mal pensé. Bon, alors on a résolu le problème, le poste de travail de bout en bout, du SOS qui décroche jusqu'à celui qui fait l'ingénierie du poste de travail, c'est chez le même manager. Donc il les a mis ensemble et puis d'un seul coup, ils se sont mis à échanger. Le gars qui faisait sa conception, il s'est rendu compte de ses erreurs assez vite, puisque ça y avait le feu jusqu'à chez lui. Donc voilà, c'est cette logique de rapprochement qu'on a mis en place. Et puis on a créé quand même des pôles de compétences là-dedans, donc on a fait 3 équipes. Une équipe back-office qui faisait de manière assez classique les infras, le réseau, on avait le poste de travail et puis la sécu. Voilà, ça c'était l'organisation. Après, je surveille un peu le temps. Alors pour faire ça, on a fait une étude de notre maturité par rapport au DevOps, parce qu'en fait, il y avait déjà des choses de lancer, comme chez tout le monde. Voilà. Ben on s'est fait un point. Là, encore une fois, c'est le vrai, hein, je vous le présente sans filtre. Donc voilà, donc vous pouvez voir certaines choses mises en avant comme étant des accélérateurs dans tout ce qui est en vert. Hein. Par exemple, le fait qu'il y ait une ambition, il y ait un sponsoring alors que j'incarnais, qu'il y avait du cloud déjà, c'est-à-dire qu'on avait un pas chez Azure, pas complet, mais on avait déjà un pas. On avait lancé ce rapprochement, parce que là, finalement, cette étude de maturité dans le planning, elle est après l'orga. Donc finalement, cette dynamique, la dynamique en tout cas humaine, elle était lancée. Voilà, on avait lancé un certain nombre d'initiatives. J'avais 2 collaborateurs, un qui avait fait une Ops Zone. Donc il avait décidé qu'il y avait un endroit qu'il avait tagué Ops Zone, une jolie affiche où
où on se retrouvait autour de ces problématiques de passage au DevOps. Et puis j'avais une collaboratrice qui avait lancé des DevOps Café, qui avait un gros succès. Donc les gens qui se demandaient ce que c'était, de la DSI hein, surtout, venaient voir et venaient prendre le café. Donc tout ça a été soulevé comme des accélérateurs. C'est intéressant d'en prendre connaissance au moment où on lance un chantier plus structuré. Et puis il y avait d'autres choses qui grattaient un peu et qu'il fallait falloir traiter. Donc voilà, des pratiques différentes, pas assez d'automatisation, des environnements de production hétérogènes. Ça, je pense qu'il devait y avoir que chez nous qu'il y a des choses pareilles, évidemment. Mais ça nous pose beaucoup de problèmes. Voilà, l'intégration insuffisante entre l'ISL et l'CI/CD, par exemple. Bon, je ne vais pas revenir détailler tout ça. On a eu aussi une analyse de la maturité de l'ensemble de la stack, hein, de l'hébergement jusqu'à la partie pilotage applicatif. Et où est-ce que nous, TF1, on était bien, moins bien, encore une fois, par rapport à la vision de nos consultants, mais ça permet de se mettre en face de réalité qui était celle-là, et de savoir sur quoi il fallait qu'on s'appuie et sur quoi il fallait qu'on travaille. On voyait là, sortait en noir, bon, le SDN, c'est sans doute parce que c'était un peu récent, on a un réseau un petit peu obsolescent et à l'ancienne, et puis on était assez loin sur tout ce qui est infrastructure as code, c'est-à-dire le fait de pouvoir piloter nos infrastructures de manière soft. Voilà. Pour le reste, on n'était pas trop mal finalement. Voilà, l'étape d'après, ça a été de concevoir ça. Qui était finalement notre cible DevOps. Cette slide, elle m'a énormément servi à expliquer ce qu'on allait faire, vers où on allait aller. C'est un petit peu ludique. Alors on y voit plein de choses en fait. Hein. Il y a évidemment, alors là je pourrais y passer 1h30, mais je les ai pas. Ça raconte toute notre histoire. Le point de départ est plutôt par ici là, d'expliquer qu'on va aller s'appuyer sur les 4 piliers. Vous retrouvez cette logique de 4 piliers. Il y a une petite nouveauté qui apparaît là, le socle agile. Alors là, je vous en ai rabattu les oreilles, donc voilà. Mais c'était important que les collaborateurs qui se rendent compte qu'ils n'allaient pas pouvoir faire du DevOps sans avoir les bases de l'agilité. Comme tout le monde n'était pas encore tout à fait au même niveau, à l'intérieur des études ou même en dehors, il fallait se remettre là-dedans. Voilà. Et ça, c'est la compilation dans un format un petit peu ludique de ce qu'il fallait qu'on fasse, pourquoi est-ce qu'on faisait ça, le time to market. Bon, on va retrouver un certain nombre de thèmes assez fréquents, et finalement, ça faisait un peu notre introduction, notre suivi, la définition de notre cible de manière un peu ludique. Après, on est passé dans des choses un petit peu plus béton. On est chez Bouygues, hein, on peut pas. Donc, pas se renier non plus, c'est l'actionnaire. Voilà, donc on a fait ce diagnostic et puis on a co-construit dans un séminaire. Là, vous voyez quelques photos qui ont été prises avec un certain nombre de volontaires. On a défini une roadmap. Assez laborieuse, hein, parce que on avait cette cible, vous l'avez vu, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, le petit dessin. Donc la cible, elle était claire, identifiée. Les 4 piliers, c'était la méthode, donc on pouvait les décliner. Et puis après, derrière ces 4 piliers, on a identifié des chantiers qu'on a évidemment priorisés. À l'intérieur de ces chantiers, il y a des projets, 72 projets en tout. Alors là, il y avait de tout. Des projets qui me prenaient à peu près 3 minutes à faire moi-même, la fiche de poste de l'évangéliste DevOps, et puis une qui m'a pris un peu plus de temps, définir la stratégie cloud du groupe TF1. Voilà, il y avait des choses assez hétérogènes là-dedans. Donc 72, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Faut quand même se rendre compte que c'est pas une petite aventure, quoi. Voilà, c'est un chemin qui est assez long et qu'il faut structurer. C'est un projet interne finalement de transformation, et donc faut le piloter comme cela. Voilà, là vous avez une idée des chantiers, alors, je crois que c'est ça, voilà, 18 chantiers, voilà, les 18 chantiers sont là. Ouais, normalement vous l'avez là. Définir la stratégie cloud, ouais, elle est ici. Donc ça c'était plus compliqué que d'aller faire d'autres choses, clarifier des rôles et responsabilités. Bon voilà, ça il y avait des choses qui étaient de la communication et des choses un peu plus techniques. Donc ça c'est les chantiers. À l'intérieur il y avait des projets, avec chaque projet une fiche projet. Bon, voilà. Donc quelque chose d'assez complet. Donc ça c'est ce qu'on a fait et ce qu'on a lancé. Donc c'était il y a 2 ans, hein, donc il y a un certain nombre de choses qui se sont passées depuis, qui se sont déroulées. Et donc j'ai essayé de me dire bon bah voilà, et maintenant si on recommençait, est-ce qu'on ferait pareil, différent, tout ça, le fameux. Voilà.
moi, si j'avais à le refaire quelque part, ou conseiller un DSI de le faire, je pense que commencer par l'organisation, c'est excellent. On met un peu la charrue devant les bœufs, hein, c'est clair, et on se l'entend dire, ah ouais, mais alors là, t'as changé l'orga, mais rien n'a bougé, c'est toujours autant de bordel qu'avant, enfin bon, oui, mais ça fait rien. On a commencé à échanger, il y a des habitudes qui sont prises, il y a un autre dialogue qui s'est positionné, et objectivement, s'il y avait recommencé, bon, j'avais la chance d'être dans un instant favorable à ce changement d'organisation, mais vraiment, je le recommande. En tout cas, je pense qu'il faut un déclic. J'ai échangé avec beaucoup de gens qui sont partis sur le DevOps. Il y en a beaucoup qui attaquent le DevOps par l'automatisation. Alors oui, il en faut. Quand on fait que ça, on fait un chantier technique, et c'est finalement, je pense, plus compliqué que de le faire dans l'autre sens. Il faut un sponsor là-dedans. Chez nous, ça s'est fait au niveau de la DSI. Comme je dis souvent, chez TF1, nos concurrents, c'est plus France Télé, c'est plus M6, c'est les GAFA, c'est les GAFAN maintenant, parce qu'on rajoute Netflix dedans. Donc, aller expliquer au top management qu'il faut qu'on soit plus agile, qu'on livre plus souvent, ça sert à rien. Il n'y a pas un membre du CODG qui va aller s'opposer à ça. Donc, j'ai pas eu besoin, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de les convaincre de ça. On vu ça plutôt comme une initiative positive, et donc j'ai pas eu ce frein. On n'a pas eu besoin d'avoir le mot du président qui dit qu'il faut le faire. Voilà, ça suffisait de le porter à notre niveau, et les changements, les impacts, ils sont très intra-DSI, en tout cas au début le gros. Autant pour le Scrum, ça a été très métier, ça a bouleversé la relation de l'informatique avec les métiers. Autant cette deuxième partie, il y a beaucoup de chantiers très internes, très infrastructure, très code, très déploiement. Et les utilisateurs, là, à part se dire qu'ils vont avoir plus vite la release en prod, mais ça y est, ça suffit, ça y est, c'est fait, là, vous leur dites ça, c'est terminé. Allez leur parler des presque centaines de chantiers, tout ça, c'est un peu les perdre. Je ne suis pas de cet avis-là sur la partie Scrum plus en amont, parce que le faire sans eux, c'est une grave erreur. Là, il y a quand même beaucoup de travail intra, mais pour autant, il faut y aller avec force et conviction. Il faut pousser très très fort. Évidemment, s'appuyer sur les membres du CODIR, mais de manière assez naturelle. Hein. L'idée n'est pas d'être dans une approche top-down en disant maintenant vous y allez, c'est parti. Mais naturellement, quand on pose ces choses-là, en 2016, le DevOps, quelqu'un de l'IT qui est pas tombé de la lune, il se dit tiens, ça peut être bon pour mon employabilité. Bon, bah, le collaborateur, il cherche quoi? À rester employable. Et donc, s'il peut se faire une expérience DevOps dans une DSI réalisée, bah, why not? Ça, on n'a aucune difficulté, c'est très facile. Mais il faut l'encourager. Faut embarquer les volontaires, pas que les managers. Il faut des managers pour faire les relais opérationnels, sinon le quotidien vous rattrape, parce que pendant ce temps-là, hein, nous on continue à diffuser H24, continue à livrer nos projets, on n'a rien arrêté. Hein. Autant quand on a fait le Scrum, on a réussi à arrêter les projets, parce qu'on leur a dit on ne pourra pas adapter la méthode en marchant. Autant là, comme on était sur quelque chose de très interne, on a continué. Donc il faut les managers pour qu'ensuite l'ensemble des volontaires, et il y en a plein, on est une DSI d'une centaine de personnes internes, on a eu, je dirais, un bon tiers qui était très impliqué dans cette démarche. Et puis il faut faire vite des petites choses, parce que comme je vous le disais, on commence par changer l'orga sans outiller, et du coup ils ont un peu l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs et rien ne change. Donc il faut aussi des petites choses qui changent. Donc on avait fait un truc un peu basique là. J'avais un gars qui aimait bien automatiser tout ce qui était inutile, donc ils se sont mis à quelques-uns comme ça, puis ils m'ont fait des petites automatisations. À chaque fois qu'on avait un acte manuel qui était réalisé en automatique, on voulait estimer combien de temps on le mettait, 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, et puis on a fait un compteur à cashback qu'on affichait en gros dans le plateau chez TF1 et qui montait à chaque fois que l'automate tournait. Évidemment, c'était assez vertueux parce que ça montait tout seul au fur et à mesure qu'il y avait je sais pas, par exemple, une réinitialisation de mot de passe ou enfin voilà, des choses assez bêtes comme ça. Donc on venait collecter les minutes de gains qu'on traduisait en euros pour se faire plaisir. Et puis évidemment, il y avait des nouveaux process qui s'automatisaient et ça c'est pas très cher, ça va vite et on est tout de suite dans cette démarche de développer, d'automatiser, d'arrêter de faire à la main.
Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Clairement, toute la partie infrastructure. Moi, je l'ai sous-estimé. C'était quelque chose d'assez compliqué. On a un patrimoine applicatif et infrastructure assez gros. Donc, chez TF1, on parle de 1200 serveurs, 3 salles machines, tout on-prem. Alors, on avait une partie de VM sur Azure, mais qui représentait à peu près 10% de ce volume-là. Et finalement, l'automatisation sur la couche infra, elle se fait pas tout seul. Il faut pour le coup investir et rénover, parce qu'aller faire de l'IAC avec des serveurs qui ont 15 ans, qui sont hétérogènes, c'est ultra compliqué. Et donc là-dessus, on a beaucoup moins avancé que sur les autres chantiers. Animer les coachs agiles. Octo nous avait dit, nous, on ne va pas rester tout le temps et vous mettre sous assistance respiratoire en permanence, il faut que vous soyez autonome. Et ils ont raison, je pense. Maintenant, il faut des collaborateurs en interne pour faire ce relais. Et c'est pas évident, parce que le chef de projet, il a un autre métier, et voilà, on n'est pas une DSI de 1000 personnes, c'est difficile, on ne peut pas dédier des gens à ça, donc c'est nécessairement quelqu'un qui dégage du temps pour faire ça, en tout cas à notre échelle. Voilà. Et de notre côté, on n'avait pas choisi la bonne personne, ou en tout cas on n'avait pas réussi à bien lui expliquer, donc ce rôle d'animation de coach, c'est pas bien fait, et donc on est obligé d'être un petit peu sous assistance respiratoire. Et puis enfin, il faut piloter la roadmap. Une fois qu'on l'a lancée, qu'on l'a définie, vous avez vu, elle est propre, il faut y aller et continuer. Il se trouve que le pilote de ce projet-là est parti de chez TF1 et derrière, il y a eu un petit trou d'air qui fait qu'on est en train de relancer la... mais comme un projet normal, c'est pas une fois qu'on a défini la cible et qu'on a défini comment on allait y aller, même si on a défini tous les paliers pour y aller, que ça va se faire tout seul. Et il faut garder un pilotage rapproché. C'est vrai de ce projet-là, c'est vrai de tous les autres. Mon conseil au DSI qui serait présent dans cette salle, ou à vous pour vos clients, par rapport à cette aventure, c'est quoi? Qu'est-ce que j'en retiens finalement? Le socle. Je vous l'ai dit, répéter, l'agilité en socle du DevOps, ça me paraît assez essentiel. J'ai croisé quelques sociétés qui voulaient faire le grand saut, là. Ça me paraît un peu tricky. Mettre de l'énergie, j'ai remis beaucoup d'énergie. Voilà, il en faut l'incarner au bon niveau, il faut aussi savoir un petit peu lâcher prise, parce que si on est dans le top-down permanence, ça ne marche pas non plus. On l'incarne de trop. Donc il y a un équilibre à trouver, en tant que DSI, là je vous parle, entre l'énergie qu'on y met et le lâcher prise qu'on laisse pour que ça fonctionne. Embarquer un max de monde, il n'y en a jamais de trop. Tous les volontaires sont bons, tout le monde n'est pas volontaire, c'est pas la peine de forcer les gens, mais ils se manifestent en général. C'est les petits signaux faibles qu'il faut arriver à capter via les réseaux de managers ou directement. Et il faut faire un thème principal de la transformation. Moi, avec mon arrivée en tant que DSI, c'était le cœur de la transfo de la DSI. Et donc, c'était pas un petit projet. Vous avez vu les chantiers, voilà, ça pouvait se comparer à un vrai projet de développement de système. Voilà, et puis chercher des petits succès rapides, parce qu'il ne s'agit pas juste d'atteindre une belle cible dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il s'agit aussi que ça soit très concret pour les collaborateurs dès les premières semaines, et puis c'est souvent les plus faciles à faire, et ce qui dégage le plus de bonheur finalement chez les collaborateurs, parce que ça commence par des petites choses et puis on se dit finalement je vais peut-être y arriver. Et voilà, avant de courir le marathon, on fait des courses de fond pour y arriver. Voilà, moi je pense que c'est maintenant. Alors je pensais que c'était maintenant il y a 2 ans, mais je pense que c'est toujours maintenant. Donc là j'ai affaire à un parterre de gens qui s'intéressent à l'agile. Donc évidemment, j'imagine que vous êtes convaincus de ça. J'ai le sentiment d'être à la même période que quand on a fait le Scrum en 2008. Alors là maintenant on est un tout petit peu après, mais c'est le moment où il faut y aller. Alors certes on essuie un certain nombre de plâtres, parce que entre la théorie et la pratique, vous l'avez vu, il y a des changements, mais il faut y aller. C'est pas que de l'automatisation, c'est bien là d'automatiser, mais c'est aussi et surtout un chantier humain. Et puis mais ça je le dis tout le temps, c'est mon claim systématique. Il faut partir à fond, puis quand on est bien à fond, il faut accélérer, parce que c'est les rapides qui mangent les lents, c'est plus les gros qui mangent les petits. Voilà, merci pour votre attention.